de l'avoir publié dans le communiqué officiel du bureau fédéral. Ça, je le dis, je le redis, et je suis responsable. Même si la Ligue ou bien le chef mérite, avec un simple courrier, on adresse. En interne. En interne. C'est pas la peine de le mettre dans un communiqué du bureau fédéral. Il y a beaucoup de... Donc je l'ai dit, je le répète, il y a un problème de communication. Il y a tout ce qui se fait publié sur le site. C'est pas bien ça. Président Karbadj, la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, ici même, où vous étiez assis, vous aviez dit, c'était avant l'élection, il me semble, ou juste après, vous aviez dit que Raoulawa avait mis la barre très très haut, placé la barre très très haut. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que la barre est redescendue? Je ne peux pas, en ce qui concerne l'aspect fédération, je ne peux pas le... Mais dans le cas de relations entre les ligues, entre la ligue, c'est vrai. C'est pas comme avant. Avant, il y avait une certaine concertation, une certaine discussion. Maintenant, il n'y a plus ça. Les ponts sont coupés? À part ce qui est revenu au lit. Non, à part l'administration, les ponts ne peuvent pas être coupés pour du moment que je suis président de la Ligue du football professionnel. Lui, il est président du football. On est appelé à travailler ensemble. Donc on ne peut pas dire que les ponts sont coupés et ils ne peuvent pas être coupés. Tant que je suis en poste, tant qu'il est en poste. Donc ça, on est obligé de travailler ensemble. Pardon Mahfoud, mais tu as fait une déclaration 2 fois, si mes souvenirs sont bons. Tu as dit que si Raoulawa part, moi je pars. Oui. Et vous êtes quand même resté? Jamal, je le maintiens. Je l'ai annoncé, j'ai convoqué l'Assemblée générale. Et je lui dis dans d'autres plateaux et je le répète maintenant. Je suis prêt à organiser demain une Assemblée générale élective extraordinaire de la Ligue et de céder mon poste à quelqu'un. Parce que les gens disent, non, pourquoi il n'est pas parti? Je ne peux pas partir comme ça. Je prends mon cartable, je suis démissionnaire. Il faut quelqu'un qui... Moi, je suis, comme j'ai dit, moi, je suis responsable. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire de fauda qui me colle. Mais demain, si demain, il y a quelqu'un, d'ailleurs, je l'ai dit, si quelqu'un viendra, je lui adresse mes remerciements. Donc, vous dites en d'autres termes, s'il y a un remplaçant, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, je voudrais revenir. Aujourd'hui, cette relation tendue entre, d'un côté, la fédération et la Ligue. Tendue, la fédération, vous ne me dites pas, c'est un calme, c'est un long fleuve tranquille. Est-ce que ça perturbe le travail? Ça perturbe le travail, c'est vrai. Le travail quotidien, il est perturbé. Sur la programmation, par exemple. Sur la programmation, bon, peut-être 1000 problèmes. Parfois, vous avez été obligé de pondre un communiqué pour dire non, on ne s'est pas trompé avec l'ancienne fédération, on programmait les matchs quand l'équipe nationale jouait. Oui. Vous êtes même obligé de vous justifier. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que ça plombe l'atmosphère? Il y a la programmation, il y a des facteurs qui surgissent comme ça. La semaine dernière, moi, j'étais obligé de reporter des matchs parce que le sélectionneur nous a fait sortir un stage des locaux qui n'était pas prévu. L'USMA, le Harrach devait se jouer mardi passé, le 10. Oui. Parce que l'USMA, il avait 5 joueurs que dans l'équipe nationale. Et le derby, bon, c'est vrai, il y a eu la recommandation du monsieur le ministre. Mais en réalité, quand le Mouloudia et l'USMA, un match aussi important qu'il m'a aidé, le Mouloudia n'a pas eu 7 joueurs pendant toute la semaine pour les préparations. L'USMA, 5 joueurs. Comment vous voulez préparer un match il faut se mettre à la place des entraîneurs. Juste, je terminerai par ça. S'il permet, Wardi, moi je me souviens très bien, on avait l'impression que vous aviez pendant un moment enterré la hache de guerre. Si je me passais l'expression, dans les relations entre vous et Zachi. Et puis subitement, alors qu'on vous a vu ensemble, assis, puis subitement, il y a eu ce communiqué avec cet avertissement. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas étonné? Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible? Oui, moi je me suis étonné. Pourquoi? Parce que le jour on était, moi j'ai personnellement assisté au bureau fédéral, le bureau d'avant. Il y avait une explication au bureau fédéral. On a discuté, on a éclairci pas mal de divergences. Et puis, comme vous savez, la commission de la Ligue n'est pas membre du BF, donc la Ligue ne continue pas le président de la Ligue, il sort. Le bureau fédéral qui continue le travail, et le soir, tu vois un communiqué sur le site de la Ligue, adressé à la Ligue. C'est-à-dire que tu tombes des nues. Si j'ai reçu un courrier interne... Donc vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand le ministre parle de programmation, ça vous gêne ou pas? Oui.
Bon, moi, ça ne me gêne pas, le ministre. Le ministre, à la limite, j'ai beaucoup de respect pour ça. Non, indépendamment, un ministre, ça décide de la un ministre, ça parle de politique sportive. Ça donne des orientations, de programmation. Maman, tu es d'accord avec moi, c'est un ministre qu'il faut. Non, on est d'accord sur le respect et tout, il n'y a pas de problème. Lui, il a donné son avis. Moi, je lui dis simplement qu'il faut pas, il faut préciser la programmation relève du prérogative. Non, vous êtes parti plus loin encore. Vous avez dit, moi, j'aurais aimé entendre le ministre nous parler des autres disciplines. Je lui dis. Mais j'aurais aimé que la programmation, c'est prérogative de la Ligue et non pas de la Fédération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger la Fédération et la Ligue. Alors, il y a une forte émission du ministre dans les affaires du football. Ça, c'est une évidence. Alors, avant d'aller encore dans les détails avec M. Mahfoud Kharbaj, le président de la Ligue du football professionnel, je vous l'avais dit, on va quand même nous intéresser à ce qui fait l'actualité. Et ce qui fait l'actualité, bien évidemment, c'est le départ de Lucas Alcaraz. Je vous propose de suivre ce sujet préparé par Amel Bouaza et on va en débattre. L'histoire de l'Espagnol Lucas Alcaraz avec les Verts se conjugue désormais au passé. Une sortie anticipée et pour le moins prévisible, pour ne pas dire attendue, voire unanimement souhaitée par le public algérien. Lucas Alcaraz s'en va donc, avec un 0 pointé comme bilan, mais des poches relativement bien pleines, après l'accomplissement des modalités de la résiliation de son contrat, qu'il a pris le soin de bien ficeler pour ne pas sortir capot d'une partie qu'il savait sans doute perdue d'avance. Adieu Seigneur Alcaraz, et au suivant serions-nous tentés de dire, dans cette valse interminable d'entraîneurs qu'a connue l'équipe nationale ces dernières années, et du coup, toute l'attention est captée par le successeur probable ou éventuel de Lucas Alcaraz, dans une logique de précipitation et de même cause qui risque de produire les mêmes effets. Les non-sauveurs providentiels fusent alors de toutes parts, mais ceux qui tiennent le plus la corde dans ce challenge médiatico-populaire sont ceux de Belmadi et Madjer, deux noms certes emblématiques qui tombent cependant dans une conjoncture du piège de mauvais casting ou de choix inappropriés, un dilemme cornélien que les responsables de la FAF auront assurément du mal à résoudre. Voilà, je pense que Amel Bouaza a bien résumé un peu la situation. Elle a planté le décor. Elle a planté le décor, Alcaraz s'en va, c'était prévisible, tout le monde l'attendait, tout le monde même le souhaitait, beaucoup de gens le souhaitaient. Il y a même une fois, je crois avoir lu quelque part dans la presse que M. Mahfoud Kharbaj a dit que l'équipe nationale était trop grande pour Lucas Alcaraz. Non, je l'ai dit, mais sans porter atteinte à ses capacités en tant que technicien. Il a entraîné pas mal de clubs en Europe, mais j'ai dit pour une sélection, pour une équipe nationale. Il a entraîné des petits clubs, hein, pas de grands clubs. Mais je n'ai pas le droit de remettre en cause ses capacités ou ses compétences. Moi, je rejoins ce que dit Mahfoud, parce que vous le vouliez ou non, moi je me rappelle très bien, quand le président Zetchi nous a sorti de son chapeau le nom d'Alcaraz, tout le monde était étonné. Qui est Alcaraz? On est tous partis chercher un petit peu son CV. C'est vrai que on l'a dit au départ, on n'avait pas apporté de jugement. On attendait pour voir. On a vu. On a vu que, comme l'a si bien dit Amel Bouaza, 0 pointé. Et moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites avec lui le départ d'Alcaraz. Parce que le départ d'Alcaraz, lui, il n'est pas encore parti. Il n'est pas consommé. Lui, il a un contrat en béton. Il est encore entraîneur national. Et la fédération va négocier. La fédération cherche à trouver le meilleur terrain d'entente, à savoir payer 2 mois de salaire ou 1 mois de salaire. Alors, je peux vous dire, Alcaraz, notamment, rappelons comment il est venu. Il est venu à travers une boîte de management. Son manager a touché 60 000 euros et son manager, il dit « Merci, Fédération algérienne de football, je vais encore toucher de l'argent. » Parce qu'il va négocier pour encore toucher. Et son contrat est en béton. Il a exactement jusqu'au mois de juillet 2019. 21 mois. J'ai pas ma calculette. 21 mois. Attendez, j'ai pas ma calculette. Vous faites 60 000, vous multipliez par ce qui reste en nombre de mois. 21. Et vous avez le chiffre en euros. Jusqu'en juillet 2019. Et vous ajoutez les 2 adjoints. Non, mais je pense également. Mais je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Moi, je pense que si le bureau fédéral a pris la décision de... Mais vous pensez que quelqu'un qui a un ticket de loto gagnant va dire non, je ne prends pas tout, je crois que s'ils ont décidé de le libérer
dès maintenant, c'est-à-dire se débarrasser un petit peu, entre guillemets, d'Alcaraz, c'est qu'ils ont dû trouver peut-être une solution. Alors, Mahmoud Karbaj, je lui connais bien cette situation, puisque Christian Gourcuff était également parti, vous devez être au courant. Est-ce qu'il y a eu un arrangement? Est-ce qu'on a coupé la poire en deux? Pour l'histoire, Christian Gourcuff, c'est lui qui a demandé à partir. Donc il devait même payer, indemniser le... Bon, il y a eu un accord, la fédération l'a libéré, ça s'est Et Rayevac également. Oui, lorsqu'on lui met... Rayevac, il a pris 3 mois d'indemnité. Il a accepté 3 mois. Il a accepté 3 mois. Les 15, bon, c'est problème d'objectif, contrat d'objectif, donc il n'a pas réussi dans sa mission de Coupe d'Afrique. Donc, moi, je dirais le contrat préétabli avec Lucas Alcaraz était embêtant. C'est-à-dire qu'il y avait naïveté de la part de nos responsables. Hein, parce que, contrairement aux entraîneurs qui ont succédé à la barre technique de l'équipe nationale, je dirais que il y avait une étude au préalable, c'est-à-dire il y a eu du vice quelque part, de part et d'autre. Mais maintenant, c'est un enchaînement direct avec Lucas Alcaraz. Je dirais que, je crois, à mon avis, ils vont payer pratiquement cash son indemnité parce que ça va lui porter préjudice. C'est un entraîneur qui est venu pour un objectif. Sachant que l'objectif préétabli, c'était la qualification. Mais la fédération n'aurait pas pu ajouter une clause de résultat intermédiaire. Non, mais quand on va parler, le contrat, il est fait. Ah oui, il est fait. La fédération n'a pas regardé, même si le président Zetchi a dit dans une déclaration que les autres contrats à la fédération n'avaient pas d'objectif intermédiaire, on a pris, non. Il y a toujours eu des objectifs intermédiaires. Et cette fois-ci, il n'y avait pas d'objectif intermédiaire. Eh bien, vous le payez cash et pour à la ligne. Aujourd'hui, la page Alcaraz est tournée. Combien va payer la fédération? C'est le grand point d'interrogation. Et qui va lui succéder? Ça aussi, c'est la grande question aujourd'hui. Le nom, vous l'avez. Bah oui, ben oui. Le nom, tout le monde là, c'est à 99%. C'est 100%. C'est 100%. C'est Rabah Madjer. Alors, comment s'est porté ce choix? Est-ce que vous avez des informations? Jamal Rajdi, lui, il rigole. Peut-être qu'il doit savoir quelque chose. Non, je n'ai pas d'informations. J'étais surpris tout autant que la majorité des Algériens sur le choix de la Mahamadia parce que personne ne l'attendait. On savait qu'il était conseiller à la fédération, conseiller technique de M. Zetchi, mais qu'il soit bombardé comme ça comme sélectionneur national. C'est un peu juste. On ne sait pas d'où vient cette idée. Maintenant, moi, je me dis, je ne suis pas contre Rabah Madjer en lui-même, en tant que personne. Mais sur son parcours, peut-être que j'ai des choses à dire et à redire sur le parcours Tao, sur sa longue absence. Pendant 15 ans, pratiquement, il n'a pas été au niveau d'une sélection nationale. 12 ans sur le plan au niveau des terrains. Je pense qu'il y a matière à discussion sur ce plan-là. Maintenant, moi, je voudrais Jamal, oui. Moi, je voudrais poser une question à Wardi. Vous avez votre licence, vous? Oui. Vous avez passé votre licence CAF? Oui. Pour pouvoir entraîner en Ligue 1? Oui. Si vous ne l'avez pas, vous entraînez ou pas? La logique, non. Non. Si vous l'avez, oui. Est-ce que si vous l'avez pas? La logique, non. Non. Président, les entraîneurs, ils ont tous une licence pour entraîner en Ligue 1? Bon, moi, ça me c'est la direction technique. C'est la direction technique. Moi, mais c'est une obligation. C'est un entraîneur. C'est une obligation. Oui, mais il doit avoir la licence. Merci, voilà. La DTN donne le feu vert pour que j'établisse avant de parler, j'ai interrompu Rachdi, hein. Mais avant de parler des noms, moi, je vais juste poser une question à vous, messieurs. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence à vite désigner un entraîneur avant même qu'Alcaraz soit officiellement parti, puisque, comme l'a dit si bien Mohamed Jebour, le départ n'est pas encore consommé. Donc, est-ce qu'il y avait urgence? Il y a un match face au Nigeria sans enjeu. Il n'y a absolument rien qui presse. Est-ce qu'il ne fallait pas, Mahfoud Karbaj, réfléchir encore un peu pour ne pas retomber dans les précipitations qui nous ont menés vers des mauvais castings auparavant? Moi, je préfère parce que ça, c'était des affaires internes à la fédération. C'est la fédération. Non, l'avis de Mahfoud Karbaj en tant qu'Algérien, de supporter de l'équipe nationale. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc. Mahfoud, tu as bien dit que l'équipe nationale est plus grande qu'Alcaraz. Oui. Est-ce qu'elle est plus grande que Madjer maintenant? Non, je vais abonder sur ce sens. Dans ce sens. Pour moi, pardon, pour moi, vous parlez de Madjer ou de. Non, Madjer ou quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel sur le site, moi, je ne peux pas me prononcer. Parce qu'il y a, pour le moment, il n'y a rien d'officiel. En tant que structure.
Moi, ce que je voulais dire, simplement, là, je reprends le fil conducteur. Je voulais dire seulement, si, effectivement, ce bureau fédéral, c'est lui qui a pris la décision de nommer Rabah Majer ou quelqu'un d'autre, qu'il assume ses responsabilités comme ils vont l'assumer pour Alcaraz. Maintenant, si, comme on est en train de dire, que cette décision émane d'en haut, d'où d'abord, et ce en haut, c'est qui? Je demanderai, si c'est le cas, je dirais à ce bureau fédéral de démissionner. Parce qu'il n'y aura aucune crédibilité, c'est tout. Non, Sahana, je voudrais. Je vais sur la même ligne directrice. L'équipe nationale est plus grande qu'Alcaraz. C'est à partir de cette, comment dirais-je, de ce qu'on vient de dire, qu'il faut aller vers l'entraîneur qui répond aux exigences d'une fédération un peu à la panique. Elle est en train de... Mais pourquoi la panique? Il n'y a pas eu Non. À la panique. Elle répond à la panique. Puisque vous venez de dire que... Il n'y a pas de panique. Pourquoi panique? Il vient de dire... Il vient de dire qu'il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. Mais il panique. Il y a une panique. On veut trouver, entre guillemets, l'homme idéal. L'homme idéal, dans un contexte actuel, c'est pas facile de le trouver. Et moi, je dis... Quel que soit le nom de l'entraîneur qui va succéder à Alcaraz. C'est Rabah Majer. Donc pourquoi on le dit pas, c'est Rabah Majer? Oui, Rabah Majer, moi je dirais qu'il faut mûrement réfléchir. Parce qu'il ne faut pas encore faire d'autres erreurs, parce que nous avons un football un peu spécial. Mourad, et actuellement, on a une fédération un petit peu dans la tourmente. Je dirais il faudrait, pour venir un peu aux statistiques, il faudrait que vous sachiez une chose, c'est que... Mais on n'a pas répondu à votre question. On n'a pas répondu à votre question, je suis désolé, Redouane. Vous avez posé la question sur le choix. Pourquoi Rabah Majer? Non, j'ai pas posé la question l'urgence et le choix. L'urgence et le choix. L'urgence. Rappelons, il y a eu une réunion mercredi dernier, vous n'en parlez pas du bureau fédéral. Oui. D'accord. C'est à l'issue de cette réunion qu'il y a eu deux noms qui ont été donnés. Djamel Belmadi et Rabah Majer. Vous avez une information à nous donner? Non, mais tout le monde l'a lu dans la presse, oui. C'est pas nouveau. Le choix s'est porté en premier sur Djamel Belmadi. C'est après qu'il y a eu changement. Pourquoi? En direction de Rabah Majer. Alors, il y a du côté du bureau fédéral, il y a une information qui dit Djamel Belmadi ne pouvait pas se libérer, était trop cher. Belmadi dit personne ne m'a contacté. Et puis le choix s'est porté vers Rabah Majer qui a dit oui. Et comme vous aimez les chiffres, et je vois que vous avez des chiffres, Majer, ce sera la troisième fois qu'il va diriger l'équipe nationale. Auparavant, il a fait 18 matchs en équipe nationale pour seulement 4 victoires. Rappelons-le. Et ça, c'est important de le souligner. Comment, dans quelles conditions? Je suis étonné. Et je m'étonne qu'il ait accepté, lui. Je m'étonne. Vraiment, je suis étonné. Pourquoi? J'ai une bonne mémoire. Moi, je me souviens, quand Radjevac a été nommé, qu'est-ce qu'il a dit, Majer? L'entraîneur. Il a dit... Moi, je ne comprends pas comment ils font appel à un entraîneur qui n'a pas coaché pendant 5 ans. Majer, ça fait 15 ans. Je ne comprends pas comment est-ce qu'en équipe nationale, on ramène quelqu'un qui faisait tout autre chose. C'est le cas de Majer, il était d'après consultant. vous, il n'a pas les bagages ou les capacités? J'ai pas dit les bagages. Les bagages, on y reviendra tout à l'heure. Je parle sur l'arrêt de 15 ans. Donc, il s'est arrêté pendant 15 ans. Juste, je rappelle, Radjevac, qui a failli aller en demi-finale de Coupe du Monde. Radjevac qui a été champion du monde avec les jeunes catégories. C'est juste le CV. U19. Maintenant, U19. Maintenant, vous me parlez de Rabah Majer. Pourquoi j'ai posé la question à Mourad Wardi concernant est-ce qu'il avait sa licence CAF? C'est un entraîneur de foot. Pour s'asseoir sur un banc de Ligue 1, il vous faut une licence. Or, Majer n'a pas la licence. Il ne peut pas se mettre sur un banc. Il n'a pas sa licence. Deuxièmement, Majer va nous dire, attendez, moi j'ai un diplôme. Oui, il a un diplôme. C'est un stage national réservé aux entraîneurs de football étrangers francophones. J'ai la liste des entraîneurs algériens de 83 jusqu'à 2002. Et ici, d'ailleurs, vous le voyez en violet, il y a le nom de Rabah Majer. Et il est rajouté en bas qu'il ne peut pas. Montrez votre... Voilà. Ah ben voilà. Qu'il ne peut pas, avec ce certificat délivré, entraîner en France. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il ne faut pas oublier, j'ai un cadre du MJS, j'ai là le décret portant sur l'équivalence, des diplômes, très important, du ministère de la Jeunesse et des Sports,
Il est Vous dit... montrez la caméra. Voilà, la caméra elle est juste en face. Alors qu'est-ce qu'il est dit concernant ce décret? Que pour avoir le premier degré, parce qu'on vous délivre le premier degré, et c'est précisé ici, les athlètes d'élite de niveau international et mondial bénéficient du diplôme d'éducateur sportif premier degré, après une formation complémentaire théorique. Voilà, c'est écrit ici, donc on vous délivre. Lui, il n'a pas fait le deuxième. Il n'a pas fait parce qu'il vous faut un volume d'horaire, deuxième et troisième degré. Donc il a eu son troisième degré sans passer par les stages. Et en plus, il ne reconnaît pas, il l'a dit publiquement, les équivalences. Quel repère, moi c'est la question que je pose, quel repère va donner la fédération aux entraîneurs, alors qu'elle les oblige à avoir des licences, et dans le monde la CAF oblige, et lui n'a pas cette licence. En revanche, si vous voulez entraîner à l'étranger, il vous faut aller au brevet d'entraîneur professionnel de football délivré par la Fédération française. C'est différent de ce que j'ai montré au départ. Et là, c'est 16, vous avez exactement 13 sessions, et ça coûte 30 000 €. C'est par là qu'est passé Zinedine Zidane. Juste, ou Didier Deschamps, vous pouvez compter également des entraîneurs étrangers. Donc c'est pour vous donner toute la différence qui existe. Et là, je parle du diplôme. Voilà, merci pour les précisions, Mohamed Djebbo. Je vais aller sur les chiffres et les statistiques. Oui. Moi, je ne parle pas de Madjer, mais je parle de comment on a... Quel que soit l'entraîneur, peu importe le nom. Mais sur quelle base aujourd'hui? C'est l'une des raisons qu'actuellement, il y a une cacophonie dans notre football. Les gens ne croient plus. C'est pratiquement, ce n'est ni une affaire de diplôme, ni une affaire d'expérience, ni c'est une affaire peut-être de téléphone. C'est une affaire de je ne sais pas qui, comme il l'a si bien dit tout à l'heure, Rajdi. Et c'est à partir de ces trucs-là qu'aujourd'hui, je dirais que, quelle que soit la venue de l'entraîneur qui va prendre en charge cette équipe nationale, s'il n'y a pas les critères préétablis, c'est l'une des raisons que je vous dis, on fait dans la va-vite. Et demain, je ne sais pas comment il va être demain. Et on va encore remettre en cause toute une... Votre révolte, je la comprends, elle incarne un peu tous les entraîneurs aujourd'hui qui sont en activité et qui aspirent à... Comment est-ce qu'il va rencontrer les joueurs? Il était consultant, c'est bien. Il les a taillés, les joueurs. Il les a taillés, les joueurs de l'équipe nationale. Comment est-ce qu'il va... Et les joueurs le savent, pour avoir discuté avec certains d'entre eux. Moi, je me demande aujourd'hui comment il va aller à leur rencontre. Allez, voilà. on va aller avancer un peu plus vite. Je parlais des entraîneurs, justement, le successeur de Alcaraz, aujourd'hui, pour votre information, va être le 60e entraîneur à la tête de l'équipe nationale depuis 1962. Et pour comprendre un petit peu plus tous ces chiffres, je vous propose de suivre également ce sujet préparé par Amel Bouaza. L'équipe nationale algérienne de football a vu défiler plusieurs entraîneurs durant son histoire. Entre 1963 et 2016, elle a changé 59 fois d'entraîneur. Certains d'entre eux sont partis pour ensuite être rappelés. Nous commencerons par celui qui a fait plusieurs passages à la tête des Verts, et il s'agit de Hamid Zouba, qui a assumé cette responsabilité à 8 reprises, seul ou en étant accompagné. En deuxième position vient Abdelhamid Kermali, qui a drivé les Fennecs à 5 reprises. Rabah Saadan Smaïl Khabatou 4 fois, Mahiddin Khalif Rabah Madjer Mezianiril 3 fois, tandis que Abdelrahman Ibrir, Smaïl Khabatou, Saïd Amara, Rachid Makhloufi, Gnadi Rogov, Ali Fergani, Abdelrahman Mehdawi et Abdel Djahdawi n'ont fait que 2 passages. Quels sont les entraîneurs qui ont le plus duré à la tête des Verts? Eh bien, il s'agit bien évidemment de Rachid Makhloufi qui est resté 46 mois d'affilée. Juste derrière lui, Vahid Alilozic, 36 mois, tandis que Rabah Saadan y est resté 33 mois. Et enfin, Lucien Leduc, seulement 25 mois. Voilà, on a les chiffres de tous ces entraîneurs qui sont passés à la tête de l'équipe nationale. Et pour vous un peu étayer un peu plus ce qui a donné donc ce sujet préparé par Amel Bouaza, il faut savoir que depuis 2000 à aujourd'hui, en 17 ans, il y a eu 17 entraîneurs à la tête de l'équipe nationale. Et vous avez le tableau que vous pouvez voir d'ailleurs et qui donne toutes les précisions que vous pouvez voir, donc les entraîneurs et la durée de leur passage en équipe nationale. Alors, en 17 ans,
17 entraîneurs. Une année, un entraîneur par an. Et on parle de base d'entraîneurs chez les clubs, président Khalbaz. Oui, bien sûr. Il y a... En équipe nationale, c'est pire peut-être. C'est pire. Non, c'est pas ça, parce qu'il faut retracer le tableau. Il faut rappeler un peu Il y a des les entraîneurs qui conditions. sont partis, qui sont revenus. Il y a eu des intérims qui ont été assurés, la fédération préférente du retard. Il y a eu par exemple Likens la première fois qui a demandé à partir pour des raisons. Il y a eu des objectifs qui n'ont pas été atteints. Donc il faut remettre les choses à chaque fois dans le contexte. Mais c'est vrai que la stabilité n'est pas notre point fort. Ah, ben oui. Écoutez, quand vous voyez que, par exemple, depuis 2014, on en est au 6e, on va être au 6e. Je peux vous les donner. Djadaoui n'a pas atteint son objectif. C'était la qualification à la Coupe du Monde. Zouba et Kermali sont venus en pompier. Zouba était en pompier. Madjer également est arrivé en pompier. Sur cette période-là, il est parti en Coupe. On a même un record qui peut rentrer dans le Guinness Book. C'est un entraîneur qui est resté 8 jours à la tête de l'équipe nationale. C'était dans les années 80, un certain Tchirik, qui a fait un match au Niger et quand il est rentré à Paris, il n'a pas voulu rejoindre Alger. Il est resté là. Mais bon, c'est Figoula aussi. Oui, Figoula également. A l'air de regretter Diaby. Je le rappelle. Donc, à chaque fois, il y a eu un contexte. Madjer, par exemple, éliminé au premier tour. Zouba était venu intérimaire. Zouba a encore assuré l'intérim. Likens est parti parce qu'il avait des problèmes. Il l'avait dit à l'époque, c'était sa femme qui ne voulait pas rester. Alors, il faut dire les choses telles quelles. Donc voilà un petit peu. Chacun a son histoire. Mais est-ce que c'est un problème d'entraîneur ou c'est un problème de structure? Non, mais il n'y a pas de structure. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ce n'est pas une question de structure. Quand je vois on fait appel à un entraîneur. Et ils sont maintenus un mois dans un... Président Khalbaz, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Je sais que, bon, on ne parle pas de la fédération, on parle un peu aujourd'hui de l'équipe nationale. Vous êtes un fervent supporter de l'équipe nationale comme tous les Algériens. Alors c'est une situation quand même déplorable qu'on est en train de vivre. Situation déplorable. J'espère que l'entraîneur, parce qu'il y a, c'est pas uniquement le choix de, comme dit Wardi, il y a tout un environnement qu'il faut. L'entraîneur lui seul ne peut rien faire. Hein. Il faut, même si on ramène, il faut le mettre dans des conditions. Surtout quand on a atteint un niveau comme celui de 2014 en Coupe du Monde, et on n'a pas le droit de se retrouver là où on est actuellement. C'est vrai, surtout après le départ de. Peut-être on a raté le coach avec Gourcuff aussi. Hein. S'il avait travaillé, s'il avait continué sa mission le plus normalement, on aurait mais lorsqu'on commande des banderoles où on écrit Gourcuff dégage. C'est pour ça que. Mais s'il est resté, peut-être on serait pas. Il faut aller au fond de cette histoire. Vous savez, dans le football, ça peut balancer d'un côté comme de l'autre très rapidement. C'est l'idée les gens. Si Gourcuff était resté, on n'aurait pas ce débat maintenant. On n'aurait pas ce débat maintenant. Bon. La suite, on la connaît. Mauvais casting. On reste dans les mauvais castings. Et à chaque fois, les résultats sont là. Et les résultats de l'équipe se détériorent. Parce qu'au classement FIFA, c'est une chute. Vous avez dit tout à l'heure, le match contre les Nigériens n'est pas important. Oui, il n'est pas important parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais il y a le classement FIFA. Les Nigérians. Les Nigérians viennent, ils sont en phase finale de Coupe du Monde. Pour le tirage au sort, ils auront besoin pour gagner, c'est sûr. Ils auront besoin du classement FIFA. Donc, c'est important. Tout est important en football. Il y a également la notoriété. C'est pour ça qu'il est important ce match. Il n'y a pas de match qui est non important. Même un match amical aujourd'hui est important. Mais j'ai parlé en termes d'urgence pour choisir un entraîneur. Aujourd'hui, les conditions, c'est quoi? Boualem Charef, parce que vous n'en avez pas parlé. Boualem Charef qui revient à la fédération avec un poste de directeur des équipes nationales avec les U23, l'équipe pour les Jeux Olympiques, et le retour de la Bah Saaden qui doit se confirmer dans les tout prochains jours, dans un poste qu'il a déjà occupé, c'était dans les années 2000, de directeur technique national. Et d'ailleurs, c'était avec Charef. Mais les deux s'étaient mal quittés en 2004, quand ils étaient en équipe nationale. Comment ils vont retravailler ensemble? Ça, je ne sais pas. On attendra pour voir. Moi, ce que je souhaite, si Madjer est à la tête de l'équipe nationale, bon, il y a quelque chose d'ailleurs qui est plus ou moins rassurant, c'est que les meilleurs résultats d'une manière générale de l'équipe nationale ont été acquis par des entraîneurs locaux. Ça peut-être, ça pourra jouer. Moi, ce que je souhaite, peut-être, j'ai bien dit peut-être. Par exemple, finaliste Coupe du Monde, huitième finale. Oui, non, mais Coupe d'Afrique, je parle des titres. Le champion africain, Jeux méditerranéens, ça a été acquis par des entraîneurs algériens. Peut-être, ça pourrait être un bon prélude. Je souhaite seulement qu'il fasse appel à des techniciens algériens qui sont déjà sur le terrain. Et là, sans les citer nommément, il y en a quelques-uns qui activent au niveau des divisions 1 et 2. Excuse-moi, c'est un peu...
tant qu'on oublie l'administratif, n'oubliez pas aux techniques. On arrive toujours à ce même tableau. Elle a énuméré une situation en je ne sais pas combien d'années, on a vu succéder pas mal d'entraîneurs. Parce que l'administratif, c'est comme une construction. Hein. C'est l'architecte qui fait la construction. C'est pas celui qui a l'argent. Celui qui a l'argent, il demande, il exige à l'architecte de mettre en place une politique. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'à chaque fois, on essaye de coller l'étiquette aux entraîneurs. Mais je peux vous dire, dans tous ces noms, il y a des entraîneurs qui pouvaient et qui avaient la capacité de mener à bon port l'équipe nationale. Si les exigences techniques ont été à la hauteur de l'administratif. Chose qu'on n'a pas vue depuis 63. C'est toujours l'administration qui décide sans pour autant obéir aux exigences techniques. Et moi, je dirais, si on n'obéit pas à la force technique, aux exigences techniques, je peux vous dire, et je l'ai dit tout à l'heure, dès le début, quel que soit le nom qui va prendre les destinées de l'équipe nationale, si on ne met pas une feuille de route technique, si on ne sait pas où est-ce qu'on va, je peux vous dire, ça va être l'échec. Et je le dis dès maintenant. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Moi, je me souviens, Mouziane Eril, qui était venu après Ziguinchor, lui et Mehdaoui, c'était un duo. Ils avaient mis en place les conditions. Et on ne les a pas laissés. Non, c'est pas on les a pas laissés. Non. C'est faux ce que vous dites. La conjoncture était... Il y a eu une conjoncture. Non, il y a eu une... Non, c'est pas la conjoncture. Il y a eu une erreur administrative. Il a fait administrative. C'est ça la conjoncture. Alilozic est arrivé. Il met en place Marcoussi, il va, et il met en place une équipe, et il va avec. Non, c'est pas vrai, ça. Je suis désolé. L'administration, quand vous dites, c'est quoi? C'est aujourd'hui Mahfoud Kharbadj le disait, l'exigence de la performance et tous ceux qui sont en équipe nationale vous diront qu'aujourd'hui l'équipe nationale est mise dans les meilleures conditions. Tout est là. Aujourd'hui. Ça est toujours... Non, aujourd'hui, non. Ne dis pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en 82, elle était dans quelles conditions? En 82. Plus ou moins. Quoi? Le football? Non, il y a d'autres... Moi, je parle pas des conditions matérielles. Non, je parle un peu de la bêtise humaine. Des décisions un peu comme ça, on remet tout de suite en cause sans pour autant faire une étude approfondie du pourquoi de l'échec. C'est-à-dire, voilà, l'échec, elle est consommée, on emmène un autre essai. Qui va faire l'étude approfondie sur le plan technique? Eh bien, ceux qui ont la charge, est-ce que vous pensez ceux qui ont la responsabilité, ceux qui ont la charge et ceux qui ont la responsabilité. Est-ce que vous pensez ce n'est ni l'entraîneur, ceux qui ont la charge. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On parle football, bien sûr. C'est l'une des raisons que je vous ai dit. Le technique doit prendre le dessus sur l'administration. Moladouardé, vous avez dit ce que vous aviez à dire. On va avancer un peu, si vous permettez, messieurs. On n'a pas assez parlé de l'entraîneur, du successeur d'Alcaraz. Mahfoud, il s'est pas mouillé. Hein. Il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Un seul point. Il a donné on parle de l'entraîneur national. On a parlé de DTN. Ou la DEN ou la DEN et DTN. Les deux. Moi, j'aurais aimé que Roumain, il donne leur avis. Qui? Le DTN et le DN pour ces nouveaux sélectionneurs. Peut-être qu'ils l'ont donné. Donc, s'ils l'ont donné, parce qu'elle est pour venir de l'aborder, parce que c'est un travail... Mahfoud, donnez-moi, dans un seul... Il donne un avis, mais dans un seul... Tous les pays au monde, même si en Algérie, on voudrait dire le contraire, la DTN, c'est une chose, et l'équipe nationale en est une autre. Pourquoi? C'est deux entités différentes, avec un seul patron partout dans le monde. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? C'est moi le sélectionneur, c'est moi qui prends la liste, c'est moi qui prends les meilleurs, et je travaille. Eh bien, je vais vous dire pourquoi, monsieur. Ouais. La DTN, très brièvement, elle est là pour un objectif à long terme. L'entraîneur d'une sélection A, il est là pour un objectif. Il a des objectifs. Oui. Des objectifs. Maintenant, pour ne pas chambouler un projet qui est fait par la DTN. Parce que pour moi, une DTN, c'est une cheville ouvrière. L'aboutissement du travail fait dans une DTN bien fournie, c'est l'accomplissement d'un travail qui s'est fait par l'entraîneur. Et c'est l'une des raisons que l'entraîneur de l'équipe A s'inscrit dans un objectif, la DTN s'inscrit dans un projet. C'est une politique technique, la DTN. Et c'est l'une des raisons qu'on ne veut pas remettre en cause un projet par rapport à un échec. Messieurs, on va parler de football local maintenant, du championnat, et ça va intéresser Mahfoud Kharbadj qui est avec nous. On va l'écouter un petit peu plus, puisqu'on va parler de
On s'est intéressé aujourd'hui à deux grands clubs. On va commencer par la JS Kabylie avec l'arrivée de Jean-Yves Ché comme entraîneur, mais comme on dit, il est arrivé un peu au mauvais moment puisque juste après son arrivée, il était observateur, il n'était pas sur le banc. Eh bien, la JSK a essuyé une lourde défaite, 4-1. On va écouter Jean-Yves Ché et son arrivée, et c'est un sujet également préparé par Amel Bouaza. Jean-Yves Ché fait son comeback en tant qu'entraîneur de la JS Kabylie. Le président du club, Hamid Sadmi, a décidé de faire appel à ses services pour succéder à Rahmouni et Moussouni. Pour les dirigeants du club kabyle, il s'agit du meilleur choix. Bien qu'âgé de 69 ans, la JSK estime que la sagesse de Jean-Yves Ché, qui connaît bien la maison, pourrait apporter beaucoup aux Canaries en cette période. Je retrouve des amis surtout, et puis oui, non, c'est un grand plaisir, bien sûr, hein, de retrouver l'Algérie et puis mes amis, voilà, tout simplement. Je vais découvrir l'équipe déjà, et puis après on verra un petit peu ce qu'il y a lieu de faire. Mais bien évidemment, je ne peux pas arriver sans avoir une idée bien précise des forces et des faiblesses de cette équipe. Jamais 203, c'est donc la troisième fois que le technicien français occupe ce poste, après 2002 et 2006. Il avait également entraîné la JSM Bijaya en 2008. Si certains observateurs s'interrogent sur le choix de cet entraîneur, d'autres estiment qu'il s'agit de l'homme qu'il faut. Il faut déjà respecter le travail qui a été fait par ceux qui sont sur le terrain en ce moment. Après, on verra. D'autant plus que la JS Kabylie passe par une mauvaise période. Pas plus tard que jeudi, les Canaries avaient subi un cuisant échec devant l'USM Blabbas. Le choix de Jean-Yves Ché est-il le bon? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, alors il faudrait surtout dire, est-ce que le problème de la JSK est l'entraîneur? Est-ce que aujourd'hui Jean-Yves Ché va trouver la solution? Il a gérer les affaires de la JSK. En attendant, d'ailleurs, il doit passer devant le notaire pour activer tout d'abord le statut et nommer les organes de gestion, comme on dit. Ils sont parce que le 25 l'affaire elle passe en justice. Le 26. 25. La JSK, le problème c'est ça. Le problème, c'est pas un problème pour moi, c'est pas un problème technique ou d'entraîneur ou c'est un problème de gestion interne, des guerres, des conflits à l'URAM. Premièrement, il a l'affaire en justice. Le reporter annulé, il a retiré la première plainte de le siège, puis la deuxième affaire il court toujours. Ils attendent le fameux mécène italien Cavallo qui devait venir pour prendre une part je ne sais pas. Pour prendre une grosse part. Mais une grosse part, de marché. Mais il faut le savoir. Il faut qu'il sache. C'est un gars qui est spécialisé dans l'immobilier et l'hôtellerie. Mais il faut qu'il sache me laisser à l'étranger. Ça n'empêche pas, bien sûr. Il faut qu'il sache que c'est un étranger pour prendre des parts dans une société algérienne. Il faut un certain nombre de règlements. Il y a des affaires quand il s'agit de sociétés étrangères, ils doivent même passer par moment devant le CPE. Oui. Donc c'est pas, il vient comme ça, Galaouji, injecte de l'argent. Les gens pensent que c'est ça. N'est plus appliqué. Il va pas injecter que de l'argent. Il injecte de l'argent en contrepartie de marchés bien précis, bien déterminés, bien identifiés déjà. Il va être actionnaire. Il va être actionnaire. Pour acheter des actions, c'est un étranger, il faut une certaine disposition réglementaire. Justement, oui. Donc les gens pensent que peut-être me laisser faire, j'ai dit tout de suite. Donc Mahfoud, si on vous comprend bien à travers ce que vous donnez, pourquoi moi je vous ai dit, est-ce que vous pensez la situation aujourd'hui administrative de la JS Kabylie, c'est qu'aujourd'hui, je m'excuse de l'expression, on est en train de vendre du vent. Dans la situation actuelle. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien. Voilà. Donc, il y a une gestion qui est en train d'être faite, mais réellement, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Et c'est pas demain que ça va se régler. J'espère que ça va se régler. On l'espère, mais il y a la réalité. Il y a la réalité sur le. Vous êtes quelqu'un qui venait de l'administration, vous le savez très bien. Il y a la réalité sur le plan administratif, donc ça va prendre du temps. Et le temps,
Ça joue en défaveur de la JSK. Voilà, c'est pour résumer la situation. Et justement, puisqu'on parle de temps, le temps, ça concerne plusieurs clubs. Vous aviez donné un délai jusqu'au mois de décembre pour régulariser la situation. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout avec ces clubs et à même faire rétrograder certains clubs? Passer par pas rétrograder, passer par appliquer les dispositions réglementaires, c'est-à-dire faire passer les clubs qui ne payent pas devant la commission disciplinaire. On passe par la défalcation de points. C'est les règlements FIFA. Un mois, après un mois, c'est 6 points. Troisième mois, c'est la rétrogradation. Ça, voilà. C'est les dispositions Il y a 3 clubs qui ne sont pas concernés par cette menace. La JS Saoura, le CSC et le il NEF. me semble, le NEF. Non, l'USMA également. L'USMA. Ardouane, c'est l'une des raisons que je vous ai dit tout à l'heure. L'administratif obéit aux exigences techniques. C'est pas l'inverse. Le technique, c'est chaque vendredi, c'est des matchs et c'est des... L'administratif, ils sont là, ils doivent préparer le terrain pour que le technique soit bien encadré. Malheureusement, chez nous, l'administratif, c'est des conflits. Ça, c'est un conflit. Mais Mahfoud, aujourd'hui, vous l'avez dit sur plusieurs, dans vos déclarations, la réalité économique, elle est là, elle est implacable, ça nous revient en plein dans le visage. Les clubs sont endettés. Oui. Comment sortir de la crise? Il y a une crise aujourd'hui qui fait que les clubs sont pris à la gorge, ne peuvent pas faire face à la dépense, ne peuvent même pas honorer leur engagement. Bon, je ne vais pas citer tous les clubs, mais il y a une réalité. Il y a une grève qui a débuté du côté du Shabab Riyadi de Belouizdad. Al-Harrach, on n'en est pas loin, et je peux continuer à énumérer les clubs. Comment faire aujourd'hui? Est-ce que vous sentez, vous, président de ligue professionnelle, que les clubs, les présidents de clubs ont conscience de la réalité et qu'il faut une action forte? Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients de cette situation. Bon, moi, je ne peux pas me mettre à la place des présidents de clubs, c'est à eux de trouver une solution. Ils ont pris des engagements vis-à-vis de leurs joueurs, ils doivent les honorer. Ça, sinon, ils subissent les conséquences et quitte à rétrograder ces clubs. Mais jusqu'à quand? Parce qu'on rétrograde ces clubs, l'année prochaine, il y aura d'autres clubs. Vous allez rétrograder le CRB? Vous allez rétrograder le CRB, M. Mahfoud Kalbet, avec la situation actuelle? Ou un grand club? On va parler du CRB dans un instant. Est-ce que vous allez rétrograder un grand club de l'Algérois ou de l'intérieur du pays? Est-ce que vous avez des coups de France pour le faire? En tant que structure du football, on applique la décision. On prononce la décision. Moi, CRB ou Mouloudia. J'ai dit un grand club de l'Algérie ou de l'intérieur du pays. Il faut y arriver. Parce que sinon on va rester comme ça. On ne peut pas. Vous savez très bien qu'il y a d'autres considérations. Le politique, le régional, le truc. C'était ma position toute l'année. À chaque fois, en Goul, quand on me parlait des NCG. C'est simple. C'est simple. Redouane Goul, la situation financière du club, l'endettement par rapport au capital, tous les clubs sont endettés. Tous les clubs, je dis bien tous les clubs. Jusqu'à quand le politique يدخل روحه في الفوتبال والريجونال والوالي ومانيش عارف vous avez dit que les clubs ne sont pas conscients de la situation. Oui. Je pense qu'ils sont conscients, mais ils savent qu'ils vont rester dans l'impunité, justement à cause de ce que vient de dire Jamal Rajdi. Ils comptent toujours sur une intervention qui vient d'ailleurs et qui va les laisser continuer à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Voilà je dis, il faut arrêter ça. Il faut lever la main, c'est-à-dire se retirer, laisser les instances du football prendre les décisions qui est adéquate, qui s'imposent. Et arrêter aussi les subventions des pouvoirs publics pour des sociétés privées. Quand vous voyez, vous êtes d'accord avec moi, quand vous prenez la presse, il dit que tel club, il attend une subvention d'éducation en renfloué de droits ou 4 milliards. De quel droit? Je vais vous donner un exemple de mauvaise gestion. Je vais prendre Relizane. Parce que je me suis intéressé. Relizane, ils avaient un joueur qui est parti à l'entente de Sétif, qui était passé par la CRL, d'accord? Lui-même est parti acheter Lui-même est parti acheter sa libération. Il a ramené 8 millions de dinars pour acheter sa libération. Le président de Relizane, en disant non, moi je ne te libère pas et je refuse tes 8 millions de dinars et tu quitteras pas Relizane. Or, le joueur voulait rendre service à Relizane en achetant sa libération. Donc non, il obtient par la CRL la libération et il va à l'entente. Il y a également l'ancien joueur qui est passé par l'Herba, l'USMA, le CRB dont j'oublie le nom, qui également est parti acheter et le président de Relizane dit non. Il y a eu 3 ou 4 joueurs. Il aurait pu faire rentrer 1 milliard et quelques. En disant non et en étant têtu, il a privé
de ressources financières son club et il se retrouve en difficulté. Moi, la question que je voudrais poser à Mahfoud Karbaj, peut-on encore se permettre dans le championnat d'Algérie des salaires à plus d'1 million de dinars? On l'a dit. Est-ce qu'on peut? Mais personne. Vous êtes médias, presse, les journalistes, vous avez tiré la sonnette d'alarme quand on a dit qu'il faut plafonner les salaires. Vous n'avez pas le droit, la Ligue n'a pas le droit de plafonner. Moi, j'étais contre. J'ai dit pas plafonner les salaires. Si vous permettez. J'ai plafonné la masse salariale. J'ai dit le plafonnement de la masse salariale. C'est la même chose. Non, c'est différent. Non, il y a un joueur qui peut toucher 4 millions de dinars par mois, ou un qui toucher 50. Le plafonnement de la masse salariale, non, c'est mal. Il y a beaucoup de sur-table. Désolé. Le plafonnement vous avouez des salaires et le plafonnement pour de la masse salariale. Pour les salaires, oui. Il y a des joueurs qui sont déclarés à 1 million de dinars, ils prennent en réalité. Ça veut dire que dans le football, vous êtes en train de nous dire. Ils sont payés en espèces. Si vous permettez. Il y a des clubs qui payent en espèces jusqu'à maintenant. Mahfoud, ce que vous êtes en train de dire, qu'il n'y a pas de traçabilité en termes d'argent dans le monde du foot. Mais dans certains clubs, oui. Oui, quand on paye. C'est passible. C'est pénalement passible. Pénalement pour les présidents qui n'en ont dessous de table. Voilà. C'est pénalement. Messieurs, non, les textes sont clairs, c'est 2 ans de prison ferme. On va parler d'un club, justement, que Mahfoud Karbaj connaît bien. Je vous propose d'écouter tout d'abord l'entraîneur de ce club, c'est Il a fait exprès, hein. Non, pas du tout. Ivica Todorov, l'entraîneur du CRB, c'était juste après le match face à la JS Saoura. Je vous propose de l'écouter. Écoutez bien hein, ce qu'il va dire. Bien sûr, je suis fier de mes joueurs depuis le début de saison. Ils ont fait plus qu'on a pu espérer d'eux. Donc, à mes joueurs, je peux rien leur reprocher. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer encore demain et après-demain et on verra. Mais il y a un match. Nous, aujourd'hui, on est, si mes calculs sont bons, on est 3e au classement. Si quelqu'un a dit avant la saison qu'on sera là après 6 journées, on sera tous contents. Donc, c'est pas de ce côté-là que je suis un peu triste. Voilà, je suis, je vous répète, content de mes joueurs. J'ai une bonne équipe, mais je l'ai dit depuis longtemps, j'ai peur qu'on va casser notre jouet. Ce qui est contradictoire, parce que tout le monde attaque le président, mais je pense que depuis 15 jours, il a fait beaucoup d'efforts, lui, pour essayer de régler ça. Il n'est pas milliardaire, il n'a pas assez d'argent pour régler ça, mais si je suis bien au courant, les dirigeants d'avant, 4 ans avant, ils ont laissé tellement de dettes que c'est à cause de ça que les comptes étaient bloqués. Et maintenant, on attend encore pour savoir, parce que dès qu'ils posent un chèque à la banque, les dettes, ils se présentent, ils bloquent les comptes et les joueurs qui nous donnent beaucoup de plaisir, ils ne sont pas payés. Donc ça, ce n'est pas mon domaine, mais je commence à être triste parce que j'ai commencé à m'attacher à ce club et à ses joueurs. Voilà, et puis je vous propose d'écouter également un joueur avant de réagir. Il s'agit de Amir Bellaili, le défenseur latéral droit de cette équipe du Shabab de Belouizdad. يسوي الوضعيه تاعنا ويخلصنا بس كعينا بزاف واش غنقول كعينا بزاف شغل ساكري فينا ساكري في سي نورمال هي النقطه السوداء تاع لي جوار كامل داخلين ما كيما نقولوها يخموا في حوايج بزاف كون جينا خالصين كون جينا منا كنا ندخلوا نربحوا المقابله هذه نربحوها بسهوله واش غنقول لك ان شاء الله يخلصنا ويسوي الوضعيه. Voilà, vous avez écouté les deux sons, celui de l'entraîneur qui a expliqué un peu la situation bancaire du club. Ce qui se passe, c'est que le club est endetté jusqu'au cou et que à chaque fois que le président actuel met de l'argent dans le compte, eh bien, il est aspiré par les créanciers. Mais la déclaration du joueur, moi, ça m'étonne un peu qu'un joueur dise si on avait été payé, on aurait. C'est une déclaration. Moi, à la place du président ou de l'entraîneur, je sanctionne ce joueur-là. Ce qu'on ne dit pas, si on était payé, on gagne. On aurait gagné le match parce que demain, il va être payé, qu'il ramène les 2 points qu'il a perdus au 20 août. Moi, à la place de l'entraîneur et du président... Peut-être c'est mal exprimé seulement. Peut-être qu'il voulait dire qu'on serait dans de meilleures dispositions. L'autre point, si on parle de ce joueur, de ce club-là, moi je me suis renseigné un peu. Effectivement, comme par enchantement, les comptes du CRB, les 2 comptes, ils étaient bloqués. Oui, imaginez, je peux vous surprendre, des requêtes des affaires qui demandaient par Njokam, qui surgit comme ça. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas été payés. Mais le CRB n'est pas la seule équipe.
Oui, non, mais je veux le dire CSA, MCA a les mêmes problèmes. Exactement les mêmes problèmes. Actuellement, le président, je sais qu'il fait des banque à dire, banque à dire, juste pour aller, honnêtement, c'est 950 millions. 950 millions qui ont été déposés sur le compte pour avoir la levée de pour la main levée et qui ont été saisis tout de suite après parce que ils ont été aspirés par les créanciers. Avec tout le respect que je lui dis, ou ce président n'est pas sincère ou il n'est pas intelligent. Parce qu'il aurait pu ouvrir un autre compte. Il a ouvert, il y a 2-3 comptes. Ça se fait. Les anciens dirigeants du Moudia ont ouvert exactement 9 comptes. Nous avons recensé 9 comptes. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Bien sûr qu'ils ont le droit. Légalement, non. Légalement, non, mais ils l'ont fait. Légalement, non. Il peut arranger la situation de son équipe s'il ouvre un autre compte et il voit comment on veut solutionner les problèmes. On solutionne les problèmes. C'est comme ça qu'on solutionne les problèmes. Je rebondis, Mohamed, quand tu lui ai dit tout à l'heure. L'administratif obéit aux techniques. On sanctionne le joueur, peut-être. C'est son problème, Todorov, d'aller accompagner le président de la banque. Oui, est-ce que c'est son problème? On va c'est pas son problème, voyons. Et parce qu'il n'est pas payé, lui aussi. C'est ce que je veux dire. On reste dans le CRB. Pour revenir au Cheb Briadi de Belouizdad. Moi, je rejoins le président Kalbadj. Le joueur, en disant que bon... Il a été maladroit. Il a été maladroit. Dans sa déclaration, il a été maladroit. Parce que je ne connais pas un joueur, malgré toutes les difficultés, qui va rentrer sur le terrain en pensant à son compte bancaire. Exactement. Il rentre pour gagner. Ça, c'est... Par la suite, les joueurs tentent de faire monter la mayonnaise et de défendre leurs intérêts, et c'est normal. Mais aujourd'hui, on focalise sur le Cheb Briadi de Belouizdad, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres clubs qui sont dans le même cas. Moi, je reste sur le CRB. Presque tous les clubs. Tous les clubs sont dans le même cas. Les joueurs, attendez, parce qu'il faut être précis, ont touché leur prime de match. C'est les salaires qui n'ont pas été versés. Parce qu'il faut être depuis 6 mois. Hein, depuis 6 mois. Mais il faut dire que le président actuel a trouvé une situation également très complexe, où les anciens dirigeants, sur l'argent qui est rentré, l'ont prélevé, ont récupéré leur argent. L'ancienne direction ou bien et l'ancienne direction, ils ont donné de l'argent, c'était sous forme de prêt, et ils ont récupéré leur argent. C'était pas une donation. Ça, il faut le dire. Dans beaucoup de clubs également, ça se passe comme ça. Pour le moment, moi je dis aujourd'hui, Mahfoud Kalbadj en a parlé. Il est temps, dès cette année, avec la Direction nationale de contrôle et de gestion, de dire, pour pouvoir vous engager, combien il vous faut? Est-ce que 20 milliards, 30 milliards. Est-ce que vous les avez, les 30 milliards? Vous pouvez faire face. Vous ne pouvez pas faire face, vous ne pouvez pas prendre part au championnat. Sinon, vous baissez votre masse salariale, on peut jouer là-dedans. Mais on ne peut pas continuer de cette manière. C'est pas possible. À un moment donné, et j'avais attiré l'attention en disant, messieurs, tant qu'il y a de l'argent, tout le monde sera content. Mais c'est un système qui ne peut pas durer parce que vous me dépensez, mais vous ne faites pas économiquement. C'est impossible, c'est invivable. Est-ce que ce n'était pas une erreur de mettre 32 clubs professionnels à aujourd'hui avec la réalité? C'est une erreur, mais on revient à ce que disait maintenant Jamal. Qui a demain, vous vous rappelez tous, quand on a lancé le projet du professionnalisme, on crée des SPA, faites 7 bonhommes avec 1 million de dinars et on... moi je rigole maintenant, il fallait choisir 5 ou 6 clubs comme locomotive. Lesquels? Il y a 7 clubs à Alger. Quel club vous choisissez? Ceux qui ont les moyens, comme il disait Mohamed Jabbar. Je reviens à l'idée de Jamal. Le Haras n'a pas les moyens, CRB n'a pas les moyens. Tu peux affronter, vous n'êtes pas professionnel. Non, mais ceux qui ont les capacités financières. Non, la capacité financière. Et quand on dit la capacité, tous les clubs sont endettés. Tous les clubs, à mon avis. Maintenant, oui. Avec des salaires aussi importants, bien sûr qu'ils sont endettés. Il n'y a aucun retour sur l'investissement. Mais ça, moi aussi, ce que je veux dire. De l'autre côté, Jamal, il faut mettre tous les clubs sur le même pied d'égalité. Mahfoud, tu reconnais toi-même implicitement, ou tu l'as avis, que beaucoup de clubs payent leurs joueurs. Comme on dit. Non, je dis pas payer leurs joueurs. Non. Tu l'as reconnu. Je dis, il y a des différences. Il y a des manipulations en espèces. Est-ce que vous pensez que M. Bouhafs, s'il a voulu régler cette situation, n'aurait pas pu donner un petit peu de salaire à ces joueurs? Les comptes sont bloqués. Voilà, il aurait réglé un problème. Vous connaissez bien le club. Je tire chapeau aux joueurs. Quelle est d'après vous la solution? Mais pourquoi vous ne tirez pas chapeau les joueurs, les clubs dans la Milabo? Non, je tire chapeau. Je peux dire, je suis responsable. Parce que d'abord, avec tous les problèmes qu'elle a eu,
les joueurs du CRB, en premier. les joueurs du CRB, je m'excuse du terme, avec tout le respect, c'est des passoires. Les arbitres, les journalistes, vous êtes payés. Alors pourquoi on ne pose pas ce genre de questions aux autres clubs? Parce qu'on attendait trop de ce président. Non, direct. Le président actuel, non. Est-ce que vous trouvez un club, la presse, brûler la presse? Est-ce que vous trouvez un club, la presse, qui parle de salaire? Non, mais le président actuel, il est venu avec un espoir Todorov Kalomble, c'est pas un milliardaire. Non, on nous a chanté. Non, il a donné des espoirs aux gens. Il a donné des espoirs aux gens. Mais moi, je voudrais savoir, Ils ont cru que c'était je voudrais savoir, aujourd'hui, c'est quoi la solution au CRB? Le club va rester à vivre comme ça, sous respiration artificielle? Il faut trouver une solution. Je pense que de dire au CRB de mettre ça juste sur un club, non, c'est une solution globale. Oui, globale. C'est une solution globale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est atypique, on est en train de parler d'un club, on parle pas des autres. Le CRB, ils vont trouver de la... soit ça va passer par... Il y avait une menace de grève la semaine dernière. Il y aura, vous savez, demain il y a une journée de championnat. Soit ils jouent le plus normalement du monde. Ils vont jouer tranquillement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, soit la DNCG joue son rôle, soit aujourd'hui les présidents de club, et les joueurs doivent le comprendre. Il vaut mieux prendre 500 000 dinars par mois et avoir son salaire sur les 10 mois que d'espérer 2 millions de dinars et ne rien avoir du tout. Et c'est pourquoi la DNCG, Mahmoud Karvej, la DNCG? Il est au niveau de la fédération. C'est à la fédération. Mais vous avez un droit de regard? Je sais qu'il a été installé, c'est M. Rachid Gassmi qui préside. La logique, il doit pas voir. C'est M. Lala. Non, il y a mon vice-président qui est membre de... M. Guellil. Est-ce que vous pensez, en parlant du CRB, est-ce que vous pensez que le CSA, qui est détenteur du club, à hauteur de presque 80%, 78, 75, n'est pas tenu une seule réunion, n'est pas tenu un seul conseil d'administration? Est-ce que vous trouvez normal? Non, c'est pire. Comment des décisions comme ça peuvent être prises alors que le conseil d'administration ne se réunit pas? Je suis bien renseigné sur le CRB. Bon, comme dirait l'autre, on me ramène les documents. Alors pour répondre à la question... Merci. Ouais. Mokhtar Kalem, et également, il y a eu 3 ou 4 qui ont fait... Ils sont partis chez le notaire. Président du CSA, avec l'ancien président Malek, il me semble bien. Ils sont partis chez le notaire. Et chez le notaire, ils ont fait passer une décision. Je me demande où ils sont partis trouver cette idée hyper géniale. Qui dit, le conseil d'administration, lui, le président du CSA, Mokhtar Kalem, dit, moi en tant que président du conseil du CSA, je décide de ne plus réunir avec le conseil d'administration. Je ne fais plus partie du conseil d'administration. Celle-là, il fallait la trouver. L'actionnaire majoritaire exclu du conseil d'administration, il fallait le faire. Et Mokhtar Kalem l'a fait. Le CSA, avec les actions qu'il détient, peut enlever M. Bouhafs du jour au lendemain. Il détient quoi, le CSA? Il a 78%. Non, mais en espèces, il est détient en espèces. 75%. Non, est-ce qu'il est détient en espèces? Il est actionnaire majoritaire. Est-ce qu'il est détient en espèces? Non, dis-moi s'il est... Les joueurs, tu dois les payer chaque mois et tu dois leur donner leur prime après chaque match. Morad, ça c'est une société. C'est des murs, le CSA c'est des murs. Il y a des statuts, c'est un café, c'est... Morad, c'est le CSA. Mais on connaît le CSA. CSA. Actionnaire à 75%, propriétaire du club. On connaît comment le CSA on se calme, messieurs. Il ne fonctionne pas financièrement, il fonctionne avec des murs. Au dernier sujet, si vous le permettez, on va parler avec... Juste pour aborder, on ne se focalise pas uniquement sur le CRB, tous les clubs. Oui, tous les clubs. Pour réussir les clubs, il faut les mettre sur le même pied d'égalité. Actuellement, ce n'est pas le cas. En termes de financement. En termes de financement. Voilà. Je dis, et en termes de sanctions aussi. En termes de sanctions aussi. Oui, il y a des clubs. Parce que Relisen en a pâti l'année dernière. Il y a des clubs, il y a des clubs. Ils ont payé cash. Je ne parle pas de société nationale. Je ne parle pas d'État, en termes même financement local. Expliquez-moi, tel wilaya donne, tel APC donne, tel APW donne, et d'autres clubs, Alger à ce niveau-là, le football amateur qui Alger, c'est les moins nantis. Alors, on va parler d'un sujet qui vous intéresse également. La semaine qui vient de s'écouler, il devait y avoir le grand derby, Mouloudia Usma. Oui. Pas de derby, faute de stade. C'est triste quand même, quand on voit que... C'est pour quand alors le stade du 16 juillet? Quand est-ce qu'on va le retrouver comme il était? Un problème encore une fois de pelouse, de gazon, interminable. Le jour où il y aura moins de parasites. Là, vous me donnez la perche, vous me tendez la perche, Erdogan. Je vous ai entendu personnellement
il y a 1 an ou 2 ans, à stade de Qli'a, où vous dites, comme je me demande comment ce terrain a été homologué. Par là, de quel terrain vous étiez à Qli'a. Vous étiez à Qli'a. Oui. À défaut de... Il n'y a pas de terrain. Donc, à l'époque, Qli'a, où est-il? Et Qli'a, c'est dommage parce qu'il y a un très grand stade qui a été construit. Oui. Et qu'est-ce qu'il devient? Maintenant, il est fermé, personne ne sait pourquoi. Maintenant, en termes de programmation, imaginez Alger, on a 7 clubs et on a 2 stades. 2 stades qui sont limite homologables. Ils sont limite. Il y a le 20 août et Bouloghi. Au niveau de la fédération, on parle de développement du football. On parle de développement du football. Oui. Les stades Kimata Qli'a ou la Kimata Rouiba, comme vient de le dire, pourquoi ne pas faire en sorte de changer les pelouses, des pelouses artificielles qui vont tenir, et on n'en parle plus. 5e génération. Qli'a, il avait un problème de pelouse. Le Rouiba, ça fait 2 ans que le Wali d'Alger nous a promis de le mettre à niveau. Qli'a, c'est un problème de tribune ou je ne sais pas quoi. Imaginez c'est un nouveau stade. Comment il y a un problème de tribune à Qli'a? Il y a eu des matchs internationaux qui se sont déroulés là-bas. Des matchs internationaux. Des matchs internationaux. Les Olympiques ont joué là-bas. Le Rouiba, mais il y a une chose. Il faut dire la vérité aussi. Il y a certains responsables de ces communes-là, là où ils sont implantés. Mais d'abord, les stades méconnus, je dis, pour ne pas avoir les supporters un responsable au niveau d'une circonscription là où il y a les 2 stades. قال لي الرئيس ماذا بصح كي نخدموا ماذا بيك ما تبعتلناش تال وتال الجاليري. Mais Mahfoud Qarval, honnêtement, sur les 32 stades de Ligue 1 et 2, il y en a combien qui répondent au cahier de charge? À l'exception du 5 juillet, aucun. بالك شويه حملاوي. Le reste ما كانش. Maintenant, avec les travaux qu'il y a eu. Il faut pas se mentir. On attendait les nouveaux stades. Celui de Douéra, le Oran également. On les attend depuis longtemps, depuis 5 ans ou 6 ans. Bon, ça commence, ça avance, mais on n'est pas dans les temps. Si on regarde, à l'exception, et comme il vient de le dire, du 5 juillet, aucun stade ne répond aux normes. Et moi, je dirais cette année, je n'ai pas l'habitude de dire bravo, mais oui, vous êtes allé jusqu'au bout de vos idées. Puisque vous, cette année, vous avez pris le taureau par les cornes et vous n'avez pas homologué les stades. Alors que je sais que pour les années précédentes, vous disiez on ne va pas homologuer, mais vous êtes... Et cette année, vous avez dit non, stop, on ne peut pas continuer. Le Harrach, vous ne l'avez pas homologué. Qobba, vous ne l'avez pas homologué. Vous dites à la collectivité locale de prendre ses responsabilités. Mais le problème, Ammar, c'est que la Ligue n'a pas homologué. Mais finalement, le problème, il reste toujours sur les bras de la Ligue. C'est moi qui est en train de faire de la gymnastique pour trouver des terrains normalement. C'est le club. Ton stade n'est pas homologué, tu dois trouver un terrain. Finalement, c'est... Imagine, le Harrach par exemple. Commune de Mohamedia. La commission va pour visiter ce stade, il n'y a aucun dirigeant de Harrach présent. Il n'y a personne. Mais pourquoi il n'est pas homologué le Harrach? Il y a beaucoup de réserves. Il y a beaucoup de réserves par la commission. Il n'y avait aucun dirigeant de Harrach. Il n'y avait aucun dirigeant de Harrach. Voilà, c'est Sadine Bordadi était en fait, en train de se bagarrer avec le président de la PC, par exemple. Un terrain, c'est pas la pelouse seulement. Oui, le Qobba, il devait installer mettre une pelouse jusqu'à maintenant. Nouvelle, oui. On arrive à la fin de l'émission. Maintenant, le 5 juillet, pour parler de domiciliation, d'ailleurs c'est ça ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai dit on aimerait bien jouer au 5 juillet, mais qu'on sache quand est-ce que ça sera ouvert. Maintenant, si on reporte le derby, Mouloudia Isma, je suis d'accord. On vous a donné une réponse ou pas? D'ailleurs, entre parenthèses, le 17, on a une réunion avec la direction du complexe olympique de locaux. Mardi, pour essayer de voir demain. Peut-être le bout du tunnel. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas mis de siège au niveau du flambeau? C'est pas lui. Non, je voulais savoir. Parce que les conditions pour voir à l'époque, il devait les ramener. C'est important. Il devait les ramener pour les installer. Voilà. À l'époque, je ne sais pas. Une dernière question, Président. Le derby Mouloudia Isma, il y a une date qui a été fixée? Demain, Inch'Allah, dès que le 5 juillet sera ouvert.
Maintenant, si on va voir que le 5 juillet ne sera pas prêt dans un mois ou là, c'est presque la fin du phase de tour. L'USMA va revenir de la compétition de Casa. On va commencer à programmer. Derby-Cherstad, désespérément. La finale de la Supercoupe, Oran ou Constantine? La Supercoupe d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a le secrétaire général de la Ligue qui est parti à Constantine pour rencontrer les autorités locales de Wally de Constantine. Maintenant, s'il y aura du nouveau après-demain pour la réunion du 5 juillet, on se rabattra sur le 5 juillet. La priorité est toujours donnée pour le 5 juillet. Président Mahfoud Khalbaj, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous nous avez éclairé sur un certain nombre de points. Mais avant de se quitter, moi, je vais vous proposer de voir une image. C'est quelque chose d'insolite que vous allez donner votre avis. Eh bien, au Libéria, Mr. George devient président et pas entraîneur national. Hein. Il devient président. Ça fait longtemps qu'il s'est lancé en politique, Mr. George. Il avait raté la première fois. C'était une dame qui était passée. Eh bien, là, maintenant, il devient président. Il lui succède. De toute façon, il s'est toujours engagé. Il s'est engagé. Il a toujours été près de la population. Il a toujours aidé un peu. Et je me souviens, on était parti au Libéria, c'était par avion militaire. Il avait été vachement sympa avec la délégation algérienne parce qu'il était intervenu pour qu'on puisse avoir du kérosène. C'est un exemple ce type-là. Et son fils joue au Paris Saint-Germain. Mahfoud Khalbaj, merci d'avoir été avec nous. Merci. Ça a été un plaisir. On espère vous recevoir une autre fois, à chaque fois que l'occasion se présente. Voilà, Douardi, merci à vous et également Mohamed Jabbour et Jamal Rajdi. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir été fidèles à Planète Foot. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine sur Chorokh TV. Et je remercie bien sûr toute l'équipe technique du studio de Chorokh TV, avec aux commandes le réalisateur Ahmed Ben Khlili et également Jamal Oumedour qui a préparé cette émission avec Emel Bouaza.